Oui, bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs. Merci en tout cas pour vos témoignages. On se connaît bien puisque vous aviez très largement chacun participé au rapport que nous avions rendu avec mes collègues Caroline Fiat et Brahim Amouche en 2019. Et c'est vrai que la situation, vous l'avez très bien dit, face à la crise sanitaire Covid, est aujourd'hui particulièrement préoccupante, non pas tant pour le monde même de la psychiatrie et des patients qui étaient déjà connus de la psychiatrie, mais aussi et surtout aujourd'hui de la difficulté en population générale. Donc, le dernier bulletin hebdomadaire national sur l'épidémie, vous l'avez dit, démontre une augmentation très significative des états anxieux. On a plus 4 points des états dépressifs. Et en résumé, et je vais très vite, 34% des Français rapportent aujourd'hui un état anxieux. Et ces chiffres sont en constante augmentation depuis un an. Revenir sur certains profils, vous l'avez dit, qui sont particulièrement touchés par des états de souffrance psychique, les étudiants, les personnes sans activité professionnelle ou celles en situation de précarité. Et d'après un sondage Ipsos pour la Fondation fondamentale qui a été publié fin janvier, 40% en effet des 18-24 ans ont rapporté un trouble anxieux généralisé, soit 9 points de plus que l'ensemble des Français. Alors, une attention particulière pour les plus jeunes, les plus petits, et merci Franck Bellivier d'avoir parlé tout à l'heure en introduction des moins de 15 ans, c'est très important, puisque plusieurs sociétés savantes de pédiatrie ont aujourd'hui poussé un cri d'alerte. Elles constatent une augmentation tout à fait spectaculaire, et c'est la première fois que ça arrive, des admissions pour motifs pédopsychiatriques avec véritablement des symptômes d'anxiété, de dépression, des idées noires, des propos autour de la volonté de mourir et comment on fait pour mourir, et des gestes suicidaires déjà effectués chez certains enfants. Un état des lieux conforté par l'étude ICOCOON qui a été menée non pas à Bordeaux, mais par un des services spécialisés de Toulouse. Un enfant sur 5 souffrirait de stress post-traumatique déjà dû au premier confinement. Annie Chapelier a cité nos aînés, je n'y reviens pas, mais eux également sont véritablement victimes d'isolement et de symptômes d'anxiété massive avec comme conséquence des syndromes de glissement. Alors, plusieurs petites questions, car plusieurs dispositifs ont été proposés, mais qui me semblent aujourd'hui assez insatisfaisants, comme le chèque psy pour les étudiants. Et notamment, j'aurais souhaité peut-être que vous nous éclairiez sur ce qui avait été dit par la Cour des comptes, de généraliser l'expérimentation qui permettrait la prise en charge par la sécurité sociale des psychothérapies sur prescription. J'avais de mon côté déposé un amendement lors du PLFSS 2021, mais il avait été déclaré cavalier. Je le déplore parce que je pense que cet accès beaucoup plus simple serait tout à fait bénéfique pour nos étudiants. Et peut-être aussi, avec les chiffres de l'OMS, 17% des pays ont un financement supplémentaire suffisant. Bien sûr, la France en fait partie, et là aussi, je remercie toutes les préconisations qui ont été prises en la matière, 60 millions d'euros supplémentaires, mais quelle priorisation pour quel public, si vous pouvez nous faire un petit détail. Et je terminerai par le renforcement des dispositifs d'aller vers, qu'en est-il? Et bien sûr, merci au centre collaboratif de l'OMS d'avoir refait un point sur les CLSM, puisque ça faisait partie d'une des préconisations fortes du rapport parlementaire rendu. Et on voit que lors de cette crise, c'est vraiment un dispositif qui est fondamental. Je vous remercie. L'échec psy, je ne voudrais pas non plus en dire du mal. C'est bien, c'est important, hein. Moi, je suis tout à fait pour cette initiative. Voilà, les références, c'est très bien également. Mais il faut aussi s'appuyer sur les étudiants, s'appuyer sur les adultes jeunes qui ne demandent que ça.
Voilà, on a de la chance d'avoir des générations qui sont au fond très altruistes. Elles ont des défauts, hein, on va pas, je ne vais pas le cacher, mais c'est des générations qui sont altruistes, qui ont un vrai sens de l'aide et de la solidarité. Et on voit d'ailleurs sur le terrain, dans les universités, au niveau des campus, voilà, des activités spontanées qui se créent au niveau des étudiants de façon à prendre soin les uns des autres. C'est déjà vraiment tout à fait intéressant, des groupes de parole ou des personnes qui par rotation vont appeler régulièrement les gens de leur promotion pour voir comment ils sont. Voilà, il faut aider ça. Il y a une initiative qui est intéressante à ce titre, c'est ce qu'on appelle les premiers soins en santé mentale, qui permet de former, parce que c'est des choses compliquées malgré tout, vu le faible niveau de conscience, c'est des choses compliquées, donc qui permet de former en 2 jours un certain nombre d'étudiants référents sur finalement ce qu'est la santé mentale, sur les principaux symptômes, les principales maladies, et surtout comment, voilà, comment aborder quelqu'un qui a ces symptômes sans être dans le déni, sans être dans non plus voilà, le catastrophisme. Donc nous, on cherche à développer. Monsieur Roland, moi je voulais simplement redire un point sur les questions qui ont été évoquées sur l'aller vers. Effectivement, c'est compliqué. Il y a probablement des mesures qui doivent être prises, mais qui ne respectent pas la temporalité de l'urgence dont on aurait besoin dans cette situation-là. C'est vrai qu'on a fait le constat, les propos de l'OMS ont été très forts dans ce sens-là. Ils ont redit qu'on manquait d'une approche psychosociale. Et c'est vrai que, alors l'un de vous a posé la question de savoir comment il était possible d'amener cette culture de la santé mentale. Ça prendrait probablement beaucoup de temps, mais probablement qu'aborder les questions de santé mentale dès l'enfance et avoir des actions très fortes de prévention et de promotion de la santé mentale pourraient être des axes forts d'amélioration de notre système de santé. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup ça m'interpelle un peu, mais dans le bon sens du terme, on parle beaucoup de santé mentale et de psychiatrie. On se soucie assez peu, au final, de la différence que l'on fait. Il y a un continuum assez évident entre déterminants sociaux de santé, état de santé mentale, et puis éventuellement troubles psychiques naissants. En tout cas, avant la crise, il n'était pas évident d'envisager ce continuum de manière aussi claire. Et effectivement, ça amène de pouvoir parler de santé mentale dans ce type d'instance, et c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a probablement cette temporalité un peu compliquée entre le déploiement de ces actions et puis le fait de pouvoir répondre dans l'urgence aux besoins imminents de la population jeune. La deuxième chose, ça a été repris par beaucoup de députés. Manifestement, l'OMS dit que 80% de la réponse en santé ne dépend pas des soins. 80%. Or, c'est manifeste dans tout ce que vous avez dit. L'expérience des uns, le système social français qui est tout de même très performant pour travailler dans de nombreux pays, être expert de l'OMS à l'étranger. Je crois qu'on a un système qui est tout de même qui a garanti des soins gratuits, qui permet une protection sociale importante, qui permet aux personnes en situation de handicap d'être accompagnées. C'est jamais suffisant, mais n'empêche qu'on a un système de protection sociale efficace en France. Et c'est ce système d'amortisseurs qui est véritablement important et qui regroupe toutes les composantes de l'action publique. C'est pour ça, bon, ça a été dit à plusieurs reprises, moi je pense vraiment qu'il faut un délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, et pas uniquement ministériel. Parce que véritablement, tous sont concernés, l'éducation nationale en premier chef, mais aussi la justice, la police, les pompiers, l'aide sociale. Et ça, on le voit au niveau local, les conseils locaux de santé mentale, ils arrivent à mettre en synergie l'ensemble de ces personnes au niveau local. Donc, ce soit la même chose au niveau national. Ça me semble évident en termes de politique de santé. Les recrutements sont en cours. Il y a une troisième mesure très importante qui vise à donner accès à des soins psychologiques portés par des psychologues en binôme avec des médecins généralistes sans reste à charge pour le patient au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles et de centres de santé. Donc, cette mesure de l'instruction doit partir très prochainement. Donc, cette mesure va se mettre en place, mais c'est une première étape dans ce qui a été évoqué aujourd'hui comme un enjeu important pour la population générale, qui est d'avoir accès aux soins psychologiques de première ligne et les jeunes. Et je pense en particulier au sujet des étudiants que
Le chèque psycho est une mesure d'urgence et les travaux que nous menons au travers des projets territoriaux de santé mentale et en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est évidemment de trouver les modalités d'accès aux droits communs des étudiants. Puisqu'il y a un certain nombre de sites universitaires, de campus universitaires qui ne sont pas équipés en services de soins universitaires et pour lesquels il faut organiser cette articulation fonctionnelle avec le droit commun en santé mentale. Et je pense que ça doit figurer dans les objectifs des projets territoriaux de santé mentale. Ces mesures totalisent à peu près 80 millions d'euros. C'est très insuffisant et au vu de l'évolution que ce soit en population générale ou que ce soit en population spécifique, il est bien identifié au ministère de la Santé que des mesures complémentaires vont devoir être prises et c'est ce qui est travaillé actuellement. Donc sans préjuger des annonces qui seront faites, puisque tout ça est en cours de travail, autant nous avions bien identifié un certain nombre de besoins, autant d'autres l'ont été beaucoup moins, et je pense en particulier aux signaux que nous avons identifiés ces derniers mois qui concernent les moins de 15 ans hospitalisés en pédiatrie ou en pédopsychiatrie, et où là, nous n'avions pas anticipé cette augmentation en fréquence. On ne peut pas du tout parler d'épidémie, ça reste des phénomènes rares, mais qui augmentent très significativement, que ce sont les dépressions graves, les troubles anxieux graves, les conduites suicidaires et les troubles des conduites alimentaires, où là, il va effectivement falloir apporter des réponses spécifiques.